Merci pour votre invitation à venir contribuer au débat sur cette question de l'héritage et de la justice entre les générations. Alors, j'espère que je ne serai pas totalement à côté de ce que vous attendiez, parce que je vais faire une présentation qui sera relativement empirique. La question de l'héritage et de la justice entre les générations, c'est une question qui est effectivement très lourde pour les sciences sociales en général et pour la sociologie en particulier. Tant la prise en compte des différentes ressources, des différents capitaux dont ont hérité les individus constitue classiquement un pilier de l'explication sociologique et de la démarche, en tout cas sociologique, qui est notamment la mise en évidence d'un certain nombre de régularités sociales. Je ne vais pas me livrer à un exposé théorique sur cette question, mais plutôt présenter rapidement comment mes travaux, notamment sur la mobilité sociale, m'ont amené à questionner cette dimension des inégalités entre les générations. Et puis ça rentrera aussi en résonance avec ce qu'a dit Cédric auparavant, puisque un des points que j'aime souligner, c'est que la difficulté aujourd'hui pour le sociologue qui cherche à décrire le processus de stratification sociale, notamment, c'est de prendre en compte la manière dont les inégalités entre les générations doivent être articulées avec les inégalités qui passent au sein des générations. Avec l'idée que, bien sûr, il y a des générations, je donnerai quelques exemples qui montrent que c'est devenu un élément très important dans la structure des inégalités, mais que, évidemment, les autres dimensions persistent au sein des générations et que des inégalités parfois s'accroissent au sein même des générations. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la mobilité sociale. On voit bien comment cette question de la mobilité sociale, elle nous amène à questionner d'ailleurs cette dimension des inégalités entre les générations, puisqu'on compare bien, pour dire les choses très rapidement et de manière presque caricaturale, le sort des générations à un moment donné au sort rencontré par la génération précédente ou par les générations précédentes, et donc on se positionne, on est capable de dire des choses sur la manière dont les inégalités passent au sein des générations, mais par ailleurs, dès lors qu'on parle de mobilité sociale, on va parler d'individus qui parviennent à telle ou telle position sociale et d'individus qui n'y parviennent pas. Et donc on va parler aussi des clivages qui passent au sein des générations. Et donc on voit bien aussi que quand on questionne le lien finalement entre l'origine sociale des individus et la position sociale qu'ils atteignent, eh bien on dit des choses sur l'équité entre les générations, certes, mais aussi plus largement sur la justice sociale ou sur la démocratie même. Donc je développerai rapidement 3 points. Un premier point relativement bref, presque en guise d'introduction, pour montrer comment dans la sociologie, la question des inégalités entre les générations a émergé relativement récemment, et je dirais 2-3 mots sur la manière dont on envisageait la sociologie des générations jusqu'aux années 70 et 80, et qui n'était pas majoritairement sous le prisme des inégalités. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer comment la mesure des flux de mobilité sociale amène successivement à mettre l'accent sur le poids des inégalités entre les générations. Voilà. Et puis ensuite, comment au contraire l'actualisation des résultats avec les générations les plus récentes, comment on met plutôt en évidence une dynamique de reproduction des inégalités. Et puis, s'il me reste un peu de temps, dans un troisième temps, je dirais quelques mots sur l'école et sur l'éducation, qui est quand même quelque chose d'absolument central dès lors qu'on s'intéresse à la mobilité sociale, et qui par ailleurs, dans une société qui fonctionne au diplôme, dans des sociétés occidentales qui fonctionnent au diplôme, le titre scolaire, le capital scolaire, est un élément central et qui s'hérite aussi en grande partie. Alors d'abord, sur la question de l'émergence du thème des inégalités entre les générations, en fait, la génération, elle émerge vraiment dans la théorie sociologique dans les années 20, autour de Karl Mannheim, et ce qui préoccupe les sociologues, Mannheim et puis ses successeurs, c'est d'abord, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ce qui fait génération. Un questionnement qui est très fort, c'est mais finalement, qu'est-ce qui permet de parler de génération au sens sociologique du terme? Mannheim va récuser l'idée selon laquelle une génération, c'est avant tout une contemporanéité de naissance. Ça, il va dire que c'est une génération potentielle. Le fait que des individus naissent à peu près au même moment, ça crée un ensemble générationnel, mais ce qui fait génération, vraiment, c'est le partage d'expériences communes,
Et donc tous les sociologues qui vont, dans la foulée de Mannheim, réfléchir à la question des générations, vont se demander ce qui fait génération. Qu'est-ce qui unit une génération? Qu'est-ce qui fait qu'on peut parler de génération sociologique et pas seulement de génération démographique? Ces chercheurs vont insister sur le rôle prépondérant des premières expériences dans la période de jeunesse, qui vont marquer durablement les esprits, qui vont marquer durablement les aspirations et les attitudes, et finalement c'est ça qui va faire passer d'une situation de génération, nous sommes nés au même moment, à un ensemble générationnel, nous partageons une expérience commune. Dans les années 50 et 60, on ne va pas abandonner totalement la question de ce qui fait génération, la question du faire génération, on pourrait dire, mais il y a une nouvelle sociologie des générations qui va se restructurer, qui va émerger autour finalement de la problématique des valeurs, de la problématique du conflit et de la contestation sociale. C'est autour de ces dimensions que va émerger une nouvelle forme de sociologie des générations. Alors évidemment, ce changement de prisme n'est pas sans lien avec les multiples mouvements sociaux de jeunesse qui émaillent ces années-là, en France et puis dans la plupart des autres pays comparables. Et tous ces mouvements de jeunesse vont faire que les sociologues, les économistes vont questionner les conséquences d'un problème des générations. Je mets problème des générations entre guillemets, c'est le titre d'un article assez célèbre d'un sociologue canadien. Et on va s'intéresser par exemple avec des guillemets à la culture jeune. On va essayer de décrire ce qui serait une culture jeune internationalisée au-delà des frontières et autonome. C'est par exemple l'époque des travaux de Parsons sur l'émergence de l'adolescence, sur la culture adolescente, sur la déviance, sur les groupes de jeunes. Bref, c'est sur ces questions-là que va se reconstruire cette sociologie des générations. Derrière tout ça, commence à poindre quand même un questionnement sur l'intégration de ces différentes classes d'âge, sur l'intégration de ces générations montantes, nombreuses, puisque précisément du baby-boom, et plus éduquées que les précédentes, et qui vont donc réclamer leur dû. En 1969, un an après 68, Margaret Mead va par exemple décrire l'émergence d'un fossé entre les générations et va décrire ce qui serait un renversement du sens de la transmission entre parents et enfants. On passerait d'une transmission descendante à une transmission ascendante. Ces enfants du baby-boom qui auraient renversé le sens des relations entre les générations. Mais 10 ans avant Margaret Mead, à la fin des années 50, le démographe Alfred Sauvy annonçait la montée des jeunes, là encore entre guillemets, et il écrivait la chose suivante: ces enfants vont faire parler d'eux, non seulement par leurs besoins, alors on voit émerger la question des inégalités entre les générations, non seulement par leurs besoins, écrit-il, mais bientôt par leurs idées, par leurs actes, et on va s'interroger dans la foulée sur le potentiel de rupture générationnelle. Le troisième temps qui nous intéresse, c'est les années 80 et 90, et là, le thème des inégalités entre les générations va exploser. Il va exploser pour des raisons très prosaïques, j'allais dire, liées à l'état de l'économie, liées à la montée du chômage des jeunes, liées à l'explosion du chômage des jeunes. On avait regardé avec Cécile Van de Ven la manière dont les publications de l'INSEE, de la statistique publique, évoquaient l'insertion des jeunes à partir des années 70, avec un ton de plus en plus dramatique. Dans les années 90, on va avoir beaucoup de travaux qui vont être réalisés par des économistes, par des sociologues, par des statisticiens, qui vont questionner différentes dimensions du processus de stratification sociale, le salaire, le revenu, le patrimoine, l'accès à la propriété du logement. Et tous ces travaux vont... alors c'est des travaux qui sont réalisés par exemple par Christian Baudelot, par Louis Chauvel, pour se cantonner à la France. Et ces travaux vont conclure à l'existence d'importantes inégalités entre les générations, au détriment des générations nées au début des années 60, comparées aux générations des premiers nés du baby-boom, c'est-à-dire aux générations nées au milieu des années 1940. On va dévier ensuite, à partir de la fin des années 90, vers une mise en accusation des générations précédentes. C'est une chose de décrire, j'allais dire de manière froide, des inégalités entre les générations, de montrer par exemple que les trentenaires des années 90, toutes choses égales par ailleurs, gagnent beaucoup moins que les trentenaires des années 60 ou 70. C'en est une autre de mettre en accusation des générations. Christian Baudelot et Roger Establé écrivent un livre en 2000 qui s'appelle « Avoir 30 ans en 1968 et en 1998 », et un des chapitres est consacré à ce qu'ils appellent la gérontoclatie de la société française, qui serait l'idée qu'au-delà des ressources, au-delà du patrimoine, au-delà
pas des professions et des métiers les mieux payés et les plus stables, eh bien l'ensemble des positions de pouvoir dans les sociétés serait, en tout cas dans la société française, serait concentré aux mains des mêmes, c'est-à-dire des premiers-nés du baby-boom. Louis Chauvel donne un exemple parlant, il montre que dans l'Assemblée nationale de 1981, il y a autant de députés de plus de 60 ans que de députés de moins de 40 ans, autant de trentenaires que de sexagénaires, et dans l'Assemblée nationale de 2007, eh bien, il y a 8 fois plus de députés de plus de 60 ans que de députés de moins de 40 ans. Et donc, c'est l'idée que non seulement les générations montantes seraient victimes de la dégradation économique, mais en plus elles seraient exclues du pouvoir, des positions de pouvoir, exclues des possibilités d'agir sur la redistribution des ressources et rendues incapables de faire entendre leur voix. Donc voilà comment a émergé de manière très forte la question des inégalités entre les générations et qui est aujourd'hui bien sûr très présente dans le débat public. Alors, j'en viens à mon deuxième point sur la manière dont la mesure de la mobilité sociale nous donne des éléments sur la question des inégalités entre les générations, puis sur la question des inégalités au sein des générations. D'abord, sans être trop long, un petit rappel, aujourd'hui, quasiment tout le monde considère a priori que la mobilité sociale est quelque chose de positif. Tout le monde considère a priori que si des enfants des classes populaires peuvent accéder à d'autres emplois, eh bien, c'est un signe de bonne santé, c'est un signe de démocratie, c'est un signe de justice sociale, c'est un signe d'égalité des chances. On peut utiliser tous les concepts que l'on veut. Ça n'a pas du tout été le cas dans le passé, en tout cas tout le temps et dans toutes les littératures, puisque on trouve, je vais juste les mentionner puisque c'est assez intéressant aujourd'hui, on trouve dans toute la sociologie américaine, notamment des années 50 et 60, des articles très inquiets sur les conséquences de la mobilité sociale, avec l'idée finalement que la mobilité sociale, ça déplacerait des individus, ça les suspendrait entre deux groupes sociaux et ça créerait des individus perdus entre deux identités. Et il y a des travaux très sérieux qui, par exemple, vont aller dans des hôpitaux psychiatriques et vont s'intéresser aux trajectoires de mobilité sociale des individus qui souffrent de différentes pathologies. Et ils vont se rendre compte que plus la pathologie est grave, j'allais dire, plus la proportion d'individus en situation de promotion sociale est élevée. Et donc on a des travaux très inquiets. Je vous donne juste une phrase qui résume un peu tous ces travaux. Bendix et Lipset écrivent en introduction d'un article de 1959 qu'il ne faut pas ignorer, et là je cite, les preuves évidentes du coût social et psychologique d'un fort degré de mobilité sociale, un coût probablement élevé sur le plan de la combativité, de la frustration, du déracinement et diverses maladies qui en découlent. Donc voilà, on voit le champ lexical de la pathologie, le champ médical qui est mentionné clairement. En gros, la mobilité sociale, en l'occurrence à l'époque ascendante, des générations qui s'élèvent massivement au-dessus de la condition de leurs parents, ça donne pas des romans ou des récits très agréables comme ceux d'Annie Ernaux, mais ça donne des malades mentaux. Et derrière, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la stabilité politique des démocraties modernes, avec l'idée que des individus qui seraient tous en rupture d'identité pourraient potentiellement menacer la stabilité des régimes politiques des démocraties. On trouve beaucoup d'articles sur les conséquences politiques de la mobilité sociale dans les années 60 et 70, dans des revues très sérieuses. Alors cette petite parenthèse terminée, aujourd'hui certains vont dire que la mobilité sociale endort le peuple et qu'en faisant promettre aux enfants d'ouvriers de devenir cadres, en fait on participe à la reproduction du système, mais il y a quand même un consensus sur le fait que la mobilité sociale est un signe de bonne santé démocratique. Ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été exprimées. Alors quand on mesure maintenant, au-delà de ces débats, les flux de mobilité sociale, le point que je voudrais défendre ce soir, c'est que et qui est en même temps un retour critique sur mes propres travaux, sur mes premiers travaux, c'est que si on prend comme point de référence les premiers-nés du baby-boom, alors la dynamique va être celle du déclassement. Je m'explique. Quand on regarde de manière vraiment très rapide, par exemple, la manière dont les générations nées au début des années 60 peuvent connaître des perspectives de mobilité sociale, eh bien on s'aperçoit que ces perspectives de mobilité sociale sont moins bonnes que celles qu'ont connues leurs homologues nés 20 ans avant. Je m'explique. Quand vous prenez les enfants d'ouvriers nés dans les années 60, ils accèdent à des emplois d'encadrement un peu plus rarement que les enfants d'ouvriers nés dans les années 40.
Et quand on s'intéresse aux enfants de cadre, par exemple, ou aux enfants de profession libérale, nés dans les années 60, ils sont plus fréquemment concernés par le déclassement que leurs homologues nés 20 ans auparavant. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une génération, celle des premiers-nés du baby-boom, nés entre 1945 et 1950 notamment, on a une génération qui va connaître des perspectives de mobilité sociale très fortes, et quand on compare ensuite les perspectives de mobilité sociale qui s'offrent aux générations nées dans les années 60, eh bien on trouve que ces perspectives sont dégradées. Quand on est issu de milieux favorisés, la probabilité d'être déclassé est plus forte. Quand on est issu d'un milieu populaire, la possibilité de connaître une trajectoire de promotion sociale est plutôt plus faible. Autrement dit, c'est toute une génération qui, de ce point de vue-là, on retrouve la thématique des inégalités entre générations. C'est toute une génération qui ferait face à une dégradation de ses perspectives de mobilité sociale. Le point que je défends, c'est que, en se focalisant sur cette génération née dans les années 40, on se prive de la vraie dynamique générationnelle qui est celle d'une reproduction des inégalités. En gros, si on prend la succession des générations, alors générations au sens très démographique et très basique du terme, par exemple des générations quinquennales, on s'aperçoit que la génération 44-48, la génération vraiment née immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est une génération exceptionnelle. Et que toutes les générations qui naissent après vont faire face à un état très dégradé du marché du travail et de l'économie, de sorte que la dynamique est plutôt celle d'une reproduction des inégalités. Je m'explique. Quand on regarde aujourd'hui, on a 70% des enfants d'ouvriers qui, quelques années après la fin de leurs études, vont exercer un emploi d'ouvrier ou d'employé. Donc vont rester dans des formes de salariat qui sont plutôt des formes de salariat d'exécution, ou en tout cas dans des formes de salariat subalterne. 70%. Il y a 30 ans, au début des années 80, c'était 80%. Donc, il y a, bien sûr, une diminution de 10 points, mais il y a la persistance d'un fort degré de reproduction des inégalités. D'autant plus que, quand on prend l'autre extrême de l'échelle sociale, les enfants de cadre de profession libérale, 70%, quelques années après la fin de leurs études, exercent un emploi d'encadrement ou une profession intermédiaire. Donc ce chiffre de 70% reste véritablement prégnant et montre que, à rebours de sociétés qui tiennent des discours qui célèbrent de plus en plus le mérite individuel, le quand on veut on peut, etc., les conditions de la naissance, les cartes que l'on trouve à la naissance demeurent déterminantes. L'exemple que je donne souvent, c'est que le taux de chômage des jeunes actifs, qui est très élevé aujourd'hui, qui est de l'ordre de 25%, est déjà de 25% il y a 30 ans, au début des années 80. Et si on prend aujourd'hui quelqu'un qui a 20 ans, ses parents sont nés dans les années 60, ils sont arrivés sur le marché du travail au début des années 80, à un moment où le taux de chômage des jeunes était déjà de 30%. Et donc on a la deuxième génération de la crise. Alors on peut continuer à se comparer aux premiers-nés du baby-boom, qui maintenant ont 70 ans. Simplement, quand cette génération aura disparu, qu'on cessera de se comparer à elle, il me semble que la vraie dynamique sera celle d'une succession de générations entre lesquelles les capitaux hérités deviennent à nouveau absolument décisifs. Alors il y a d'autres indicateurs que l'on peut mobiliser, des travaux par exemple qui s'intéressent à la composition sociale d'un certain nombre de grandes écoles et qui montrent qu'on en est revenu à des indices de ségrégation sociale qui étaient ceux qui prévalaient pour les générations nées dans les années 20, alors que pour les générations nées dans les années 60, on avait à nouveau une certaine forme de desserrement de ce lien. Et donc, il me semble que le fait que des destins aussi hétérogènes demeurent est d'abord le signe que nous vivons toujours dans des sociétés de classe sociale, si besoin était de le rappeler, mais surtout, Cédric l'a dit, implique de prendre en compte la dimension intragénérationnelle, implique de prendre en compte les inégalités qui passent au sein des générations. Et donc, par exemple, pour les politiques publiques, la nécessité de, bien sûr, faire attention à contenir les inégalités au sein des générations, enfin entre les générations plutôt, mais de contenir aussi les inégalités qui passent au sein des générations. Un exemple, dans le débat sur les retraites, par exemple, qui est souvent mobilisé pour dire que des générations ont vécu au-dessus de leurs moyens, alors les retraites ont un certain nombre de dettes ou de déficits de comptes publics, où des générations sont souvent mises en accusation pour avoir creusé un certain nombre de déficits, pour ne pas s'être souciés du bien-être des générations futures. Dire cela, à mon sens, et dire uniquement cela, comme certains le font, ça revient à chosifier les générations, à les unifier artificiellement, et à méconnaître le fait, par exemple, qu'une moyenne dissimule de la dispersion.
il est vrai aujourd'hui, par exemple, que les niveaux de vie des retraités n'ont jamais été aussi élevés, parce qu'on a le départ à la retraite des premiers salariés aisés du baby-boom, et qui sont nombreux, mais bien sûr, il serait faux de considérer que le seul clivage de la société française, c'est des jeunes uniformément pauvres, déclassés, dominés, qui seraient victimes de vieux, ou de sexagénaires, ou de septuagénaires, uniformément riches, profiteurs, aveugles au sort des générations futures, puisque bien sûr, aujourd'hui, par exemple, si on prend les retraités des dernières années, on a 60% de ces retraités qui ont pris leur retraite au cours des 5 dernières années, qui étaient des employés ou des ouvriers et qui donc sont partis avec des pensions faibles. Donc il me semble qu'aujourd'hui, un des enjeux pour les politiques publiques, mais aussi pour nous chercheurs en sciences sociales, c'est de concilier la prise en compte des inégalités entre les générations et des inégalités qui passent au sein des générations. J'en viens à mon troisième point, celui de l'école, et je vais dire quelques éléments, donner quelques éléments sur ce capital qui est essentiel aujourd'hui, sur cet héritage qui est essentiel et qui est le capital scolaire, ou plus largement le capital culturel ou les ressources culturelles. Parce que un des paradoxes, c'est que l'école de la République était évidemment un principe, on va dire, de cohésion sociale très fort, mais surtout était l'instance qui était censée créer de la mobilité sociale, méconnaître l'origine, traiter de la même manière le fils de paysan et le fils d'instituteur, etc., etc. Or, quand on regarde l'évolution de la mobilité sociale au cours des 30 dernières années, elle est sans commune mesure avec les progrès de la scolarisation. Autrement dit, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, 80% des enfants d'ouvriers restaient dans du salariat subalterne il y a 30 ans, aujourd'hui on est à 72%, donc c'est mieux, mais ça reste extrêmement élevé, et c'est en tout cas pas à la hauteur de la massification scolaire et de la diffusion de l'éducation. Alors d'abord, le premier élément qui semble important de dire, sur lequel je passe très vite, c'est que, bien sûr, il y a eu une véritable massification scolaire. La première enquête sur les inégalités sociales à l'école date de 1962, elle est faite par l'INED, et elle porte sur l'entrée en 6e. Elle porte donc sur des générations qui sont nées en 1950. Et parmi ces générations nées en 1950, eh bien, le taux d'entrée en 6e, c'est 55%. Ça veut dire que 45% des enfants nés en 1950 ne vont pas dans le premier cycle de l'enseignement secondaire. Quand on compare ça à la situation d'aujourd'hui, où on a maintenant les enfants des classes populaires qui sont parvenus au seuil de l'enseignement supérieur, on prend la mesure de ce qu'a été cette véritable révolution qu'est la massification scolaire. Aujourd'hui, les étudiants, même si l'enseignement supérieur n'est toujours pas aux couleurs de la France, si on prend toutes les filières de l'enseignement supérieur, on a 22% des étudiants qui sont des enfants d'ouvriers ou d'employés, alors qu'ils constituent 55% de la population française, mais en tout cas, le monde des étudiants n'est plus uniquement celui des héritiers. Ceci étant dit, cette massification scolaire n'est pas achevée, juste un chiffre, le baccalauréat général sera obtenu au mois de juin par 20% des enfants d'ouvriers. Voilà. Donc, le baccalauréat pour les enfants d'ouvriers, c'est 50%. 50% des enfants d'ouvriers qui ont aujourd'hui 18 ans vont avoir le baccalauréat, et si on prend le seul baccalauréat général, c'est uniquement 20%. Donc on n'est pas arrivé à un stade absolument définitif et abouti de la massification scolaire. Mais surtout, le deuxième point, ce que montre l'exemple français, et je dirais quelques mots sur ce qui se passe d'ailleurs en Europe, puisque malheureusement c'est la même chose, c'est que si on prend en compte uniquement cet indicateur d'accès à l'éducation, on va considérer qu'il y a eu une démocratisation de fait, mais si l'on prend en compte la filiarisation du système éducatif, alors là le résultat est beaucoup plus négatif. Donc pour le dire de manière un petit peu plus rigoureuse, il y a aujourd'hui un consensus chez les sociologues et les économistes de l'éducation, de toutes obédiences, pour dire que les inégalités quantitatives d'accès aux différents niveaux du système éducatif ont été remplacées par des inégalités qualitatives qui sont liées en grande partie aux différents types de filières. Autrement dit, au fur et à mesure qu'il s'est ouvert, dans les faits, le système éducatif s'est filiarisé, donc il y a l'exemple du bac, baccalauréat technologique, baccalauréat professionnel en 1985, on connaît tout ça dans l'enseignement supérieur, sans parler de la coexistence de deux systèmes, celui des classes préparatoires et des grandes écoles, celui de l'université. Au sein même de l'université, la multiplication des filières crée de fait des inégalités qualitatives de type de diplôme.
des travaux, par exemple, je pense à un article de Louis-André Vallée et Mathieu Ichou qui a été publié dans la Oxford Review of Education, ont montré que si on prend en compte la probabilité d'accéder au bac général, eh bien évidemment la démocratisation est réelle. Si on prend en compte la probabilité d'accéder au bac scientifique, alors les inégalités se sont maintenues absolument égales, et c'est un résultat qui a été trouvé dans la plupart des pays occidentaux. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, dans la question des inégalités entre les générations, c'est la question évidemment de la démocratisation de l'école, et on voit bien comment cette question de la massification scolaire, qui n'a pas été au final une démocratisation scolaire, explique pourquoi en fait tout cet investissement en matière d'éducation n'a pas abouti à davantage de mobilité sociale. Et puis au-delà, et là encore c'est la comparaison avec les pays voisins qui nous enseigne cela, le système éducatif français, au-delà de ces chiffres, fonctionne de manière extrêmement élitiste et contribue à très tôt opérer des classements, des tris entre les élèves, et aujourd'hui les travaux qui sont réalisés par les services du ministère de l'Éducation nationale, à la DEP notamment, montrent comment bien sûr les enfants arrivent inégaux à l'école, on parle d'héritage, mais comme on évalue très précocement les enfants en France, on est capable de dire que quand ils arrivent en CP, il y a de fortes inégalités sociales de niveau, et comme on évalue les mêmes enfants avant d'entrer en 6e, on est capable de dire que, évidemment, ces inégalités ont augmenté dans les premières années d'école. Elles n'ont même pas été maintenues égales, elles n'ont a fortiori pas diminué, mais elles ont augmenté. Donc on est dans un système éducatif qui, à aucun moment, n'est capable d'enrayer ces inégalités sociales de réussite, et on partage le triste privilège au sein de l'OCDE avec la République tchèque d'être le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur le résultat scolaire. Et cette question du capital scolaire est absolument centrale parce que, en fait, nous sommes par ailleurs, et là je fais référence aux travaux de François Dubé, Marine Jurubella et Antoine Verretou notamment, on est aussi un des pays de l'OCDE dans lequel le diplôme exerce la plus forte emprise sur l'ensemble de la carrière. Voilà, on est, je ne sais pas comment le dire autrement, mais on est vraiment un pays qui fonctionne au diplôme. C'est-à-dire, c'est pas simplement ce qui permet de trouver un premier emploi plus ou moins stable, plus ou moins bien payé, mais c'est quelque chose qui exerce une emprise sur l'ensemble de la carrière parce que, notamment, la formation continue, la formation professionnelle est moins répandue que dans les autres pays. De sorte que si on rapproche ces deux éléments, les individus dans notre société jouent l'ensemble de leur carrière, je caricature, en fonction d'un titre scolaire qu'ils obtiennent à l'issue d'une compétition qui est socialement faussée dès le départ. Et donc il me semble que quand on veut réfléchir, en tant que sociologue, à la question des inégalités entre les générations et des inégalités au sein des générations, c'est cette question scolaire qui est très importante. Pourquoi ? Parce que inégalité entre les générations, c'est le thème de la montée de la frustration, des générations qui sont plus diplômées que les précédentes, qui ont le sentiment de ne pas avoir tiré profit de leur diplôme, qui ont le sentiment que la société leur a menti, qu'ils ne tirent pas les dividendes de leur investissement, etc. Et puis, c'est aussi ce qui constitue aujourd'hui la principale ligne de fracture qui passe au sein de la jeunesse. Alors il y a évidemment le fait de naître dans une famille plus ou moins riche, ayant accumulé plus ou moins de patrimoine, mais il y a aussi cette question du capital scolaire qui est tout à fait décisive dans cette question de l'équité intergénérationnelle.